L'Afrique numérique est en effervescence au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Des startups sucrées dans l'agriculture, le commerce, l'informatique, l'éducation, les énergies renouvelables, la santé. Des initiatives qui donnent du moral à l'économie africaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Je suis très heureux de le recevoir dans ce numéro de Business Matin. Lui, c'est Kaba Mohamed Lamine. Il est le promoteur de l'African Startup Forum à Abidjan. L'African Startup Forum, d'où est née l'initiative? L'Institut est né simplement du fait que nous constatons des difficultés majeures pour l'Afrique, en tout cas dans son économie, à se développer, et surtout de la participation des jeunes à vouloir s'impliquer davantage dans le développement donc, de cette économie. Et nous pensons que, nous avons pensé en tout cas que cette institution pouvait permettre, en tout cas de manière humble, à apporter sa pierre à l'édifice dans le développement des États africains à travers donc la mise en place d'une plateforme internationale et opérationnelle qui peut donner la possibilité aux jeunes, aux personnes défavorisées ou en inactivité de pouvoir s'exprimer à travers leurs propres projets. Les startups, c'est un concept nouveau par rapport aux PME? Oui, on va dire que les startups, c'est un concept nouveau, mais qui tire son origine du fait que dans les années 1920 en Occident, aux États-Unis, il y a eu une série de crises économiques que nous avons connues, et l'objectif c'était de pouvoir créer des entreprises durables pour éviter justement d'amener le monde à connaître des crises économiques. Alors donc c'est comme ça qu'est né le concept de start-up, pour permettre donc à tous ceux qui veulent s'engager dans le domaine de la création d'entreprises, de la gestion des entreprises, de pouvoir démarrer tout petit pour apprendre les bons rouages, les bonnes méthodes, la bonne gouvernance en matière de gestion d'entreprise pour que justement ces entreprises soient dans la durabilité. Alors, quel constat vous faites en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un engouement autour de... Alors, il faut dire que notre institution est l'une des premières, en tout cas, à initier de manière générale ce type d'activité. Et à partir donc de l'activité que nous avons menée en 2016, qui a été le premier forum économique africain organisé sur le continent africain, nous avons pu faire bouger la ligne, et de plus en plus des Ivoiriens, des Africains. Vous avez cité tout à l'heure des pays tels que l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, le Rwanda, le Ghana, qui ont en tout cas un écosystème de start-up très développé, assez poussé en tout cas par rapport donc à la Côte d'Ivoire. Mais nous pensons que depuis 2016 justement, nous avons pu démarrer, on va dire, un engouement autour de ce concept. Alors les pays que nous avons cités, le Nigeria, c'est un pays francophone. En fait, quand anglophone. Anglophone, quand on prend le palmarès des startups en Afrique, déjà on retrouve le géant du Nigeria, l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire qui vient en 4e position. Pourquoi les pays anglophones sont en avance, je dirais, en quelque sorte, sur nos États francophones? Bon, ça on l'a dit plusieurs fois sur plusieurs antennes, dans plusieurs débats. Généralement, on dit l'esprit anglophone est plus pragmatique que l'esprit francophone. C'est simplement dû à notre éducation, qu'elle soit scolaire comme éducation entrepreneuriale. Nous, on a pour habitude de vouloir tout réaliser d'abord avant de se lancer, alors que généralement dans les autres systèmes, ils se lancent d'abord avant de tout réaliser. Alors, vous l'avez dit, M. Kaba, quand on préparait cette émission, généralement, quand nos jeunes sortent des écoles, après avoir fait de brillantes études, de cursus scolaires exemplaires, on attend tout de suite les papiers pour écrire les jalonneurs. Nous tous, on l'a fait. Vous vous dites que non. C'est de cela que je parlais tout à l'heure. Notre éducation nous a toujours appris à finir les études, et puis curieusement, quand on a un esprit ouvert, on s'est dit on a fait peut-être 15 ans d'études, voire souvent 20 ans d'études, à venir un jour simplement se mettre sur une table, à faire une demande d'emploi
et qui va être soumise à des personnes pour juger nos 20 ans donc d'études. C'est quand même assez difficile quand on analyse, mais il faut dire que c'est notre système entrepreneurial, on va dire économique, qui est basé sur ce modèle, mais nous pensons qu'aujourd'hui le monde est en train d'évoluer, il évolue très rapidement. Vous avez parlé du numérique aujourd'hui qui va à une vitesse incroyable et donc les mentalités aussi sont en train d'évoluer et aujourd'hui on ne peut pas demander à des personnes d'aller faire des études de 20 ans, souvent des études très poussées, et puis de venir s'établir juste pour faire une demande d'embauche où on va avoir un salaire. C'est vrai que c'est un processus important, c'est un passage aussi important quelque part, mais c'est toujours bien quelque part de pouvoir, à partir de ces études qu'on a pu faire, de pouvoir développer de nouvelles idées, de pouvoir développer à partir du background qu'on a obtenu, de pouvoir créer de nouveaux services, de pouvoir développer de nouvelles technologies. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui le monde il change dans le sens où il ne faut plus aller à l'école pour faire une demande d'emploi, mais il faut plutôt aller à l'école pour créer des emplois. Alors M. Kaba, c'est vrai que les gens l'honneur, on le fait tous les jours, on le fait tout le temps, maintenant ce n'est plus les gens l'honneur, voilà. Mais je dis qu'aujourd'hui pour avoir un emploi décent, est-ce que les jeunes ont vraiment le choix de ne pas franchement espérer que leur vie, je dirais, s'envole juste à la lecture d'un simple petit papier qui plus ou moins explique plus ou moins notre cursus scolaire et légitime en quelque sorte notre envie de nous insérer je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis que c'est un passage qui est nécessaire parce que ça permet d'avoir quand même une expérience, mais ce qu'il faut avoir dans justement cette logique, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de se dire que même si j'ai mon premier emploi demain et que je dure 5 ans dans la même entreprise, au bout du compte, il va falloir que je sorte de ce circuit pour pouvoir peut-être créer de nouvelles richesses et de nouvelles idées. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que justement, les startups, c'est des entreprises en devenir, mais pour pouvoir développer une entreprise, il faut bien des employés. Donc forcément, c'est un processus par lequel on est obligé de passer. Mais en même temps, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que quand on fait des études, il y en a qui sortent de là avec, on va dire, un esprit très brillant. Alors cet esprit brillant, est-ce qu'il faut le cloisonner simplement à s'asseoir dans un poste bien précis et puis à l'utiliser, on va dire peut-être de la meilleure des manières ou souvent même de la moins meilleure des manières, que de lui donner l'occasion de pouvoir développer ses compétences pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être donc d'une économie locale ou pour le bien-être d'une communauté. Je prends un exemple. Si on a un génie en informatique qui est capable de nous mettre en place une application qui peut, on va dire, régler des questions communautaires, pourquoi est-ce que ce talent, on doit l'obliger à être simplement dans une entreprise informatique, un simple développeur, alors qu'on peut lui donner les moyens nécessaires de créer sa start-up, sa jeune pousse entrepreneuriale et qui va justement déployer de nouveaux systèmes, de nouvelles technologies qui peuvent aider plus de nombre que quand il est en poste dans une entreprise particulière. Alors, M. Kaba, est-ce que ici, en Côte d'Ivoire, l'environnement social, politique permet l'éclosion des startups? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les startups en Afrique particulièrement ont ceci d'intéressant que justement le volet social est un avantage parce qu'aujourd'hui, vous convenez avec moi que le taux de chômage des différents pays africains, il est très élevé. On forme des diplômés, souvent on forme des diplômés sur des, on va dire des filières, souvent qui n'existent quasiment même pas encore, des marchés qu'on ne connaît pas et on pense qu'à la sortie donc de leurs études, ils pourraient trouver des débouchés. Et on se rend compte que finalement, c'est pas vrai. Alors, nous pensons que, en tout cas, le secteur des startups, aujourd'hui, c'est une bouffée d'oxygène parce qu'effectivement, ça permet à donc, tous ceux qui ont été formés de pouvoir, à travers des idées innovantes, à travers des outils que eux-mêmes ont pu développer pendant qu'ils sont étudiants, pendant qu'ils sont en inactivité, on va dire professionnelle, peuvent mettre en place en créant leur start-up, en initiant de nouveaux projets que nous ne connaissons pas encore. Alors donc pour nous, c'est plutôt, on va dire, une large ouverture que d'aller dans ce concept de start-up que donc un frein. Voilà. Alors, M. Kaba, je sais que vous êtes très souvent en contact avec les jeunes et beaucoup de jeunes aujourd'hui aspirent
aller monnayer le talent à l'étranger, à la recherche, bien mieux être. Quel conseil donnez-vous à ces jeunes-là? Bon, alors je dirais que il faut encourager les jeunes à rester sur place parce que l'Afrique a besoin de ses talents pour se développer. L'Afrique a besoin de ses enfants pour se développer et généralement, pour balayer sa propre maison, on commence par soi-même balayer sa propre maison. On ne fait pas appel aux voisins pour venir balayer sa maison. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont autour donc, de nous, qui nous suivent, que nous conseillons, que nous coachons, que nous mentorons, nous leur disons que tout est à faire en Afrique. En Occident, c'est déjà fait. On peut peut-être, si on a envie d'y aller apprendre, aller trouver des connexions, mais venir bâtir l'Afrique parce que l'Afrique a besoin justement d'infrastructures, l'Afrique a besoin d'économies nouvelles, l'Afrique a besoin de nouveaux marchés, l'Afrique a besoin de créer des choses que les autres continents n'ont peut-être pas encore créées et nous pensons que c'est ici que ça doit se faire. Par contre, nous pensons aussi que les conditions de vie, contrairement à ce que les gens croient là-bas, ne sont pas évidentes. Il faut que les gens arrivent à dire souvent la vérité. Il faut dire la vérité aux jeunes pour dire qu'en Europe, la vie n'est pas facile. Je prends un exemple. Moi, je partais, la première fois où je suis parti en France, je partais pour 15 jours. Je peux vous assurer que j'ai fait que 3 jours et puis je suis revenu. Parce que les conditions de vie là-bas étaient difficiles et je me suis dit que je ne pouvais pas rester là-bas. Il fallait que je retourne à Abidjan, en Côte d'Ivoire et en Afrique pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Maintenant, ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'aller pour des missions de 2 jours, 3 jours, aller apprendre et puis revenir faire ce que j'ai à faire et c'est ce que j'ai toujours fait. Voilà. Alors, l'exemple typique, c'est vous-même. Oui. Vous avez mené vos études, tout cela. Vous avez décidé vous-même de vous mettre à votre propre compte. Est-ce que cela a été facile? Alors, c'est pas facile. Il faut que ce soit clair. Rentrer dans le domaine donc de la création de start-up, de la création de jeunes entreprises, c'est même très difficile. Mais dans ce secteur, on a des piliers sur lesquels on peut s'appuyer. C'est d'abord la conviction personnel de se dire que je peux créer quelque chose qui peut déjà me permettre de me prendre en charge et également de prendre en charge quelques personnes qui vivent autour de moi ou qui ont des intérêts communs avec moi. Le deuxième pilier, c'est le fait de dire que aujourd'hui, je suis sur un pays, je suis dans un continent qui aspire au développement. Donc tout ce que je vais normalement pouvoir développer devrait pouvoir trouver preneur. Donc ces deux aspects mis ensemble, je pense que tout jeune qui est capable de pouvoir avoir cette force, cette vigueur, cette capacité, ce courage de se dire je dois me réveiller très tôt le matin et puis rentrer très tard le soir, doit pouvoir mener des activités justement pour s'en sortir. Donc pour nous, il ne s'agit pas de rentrer dans la facilité. Aujourd'hui, les jeunes sont dans la facilité. Il faut qu'ils sortent de la facilité. Rien n'est facile dans la vie. Même, je le dis toujours à mes jeunes collaborateurs, même dormir souvent c'est facile. C'est difficile, c'est pas facile, mais c'est difficile parce que après on se réveille avec beaucoup de courbatures quand on a trop dormi. Alors vous avez initié la première édition de l'African Startup Forum. À l'issue de cette édition, vous avez proposé qu'il y ait chaque année une journée internationale des startups. C'est bien ça. Pourquoi cette vision? Alors, vous savez, on est tous issus donc de systèmes éducatifs où on a toujours eu du mal après les études à trouver un premier emploi. Et nous nous sommes dit que l'un des moyens pour aider donc des personnes inactives à s'en sortir dans la vie, c'est de pouvoir initier des petits projets. Notre rôle aujourd'hui, c'est de sensibiliser au maximum, c'est d'inciter au maximum des personnes, on va dire de 16 ans à plus de 75 ans, à ne pas rester les bras croisés et à créer des activités pour d'abord leur propre bien, pour le bien de la communauté et par ricochet pour le bien de l'État. Parce que quand on crée des activités économiques, c'est forcément aussi pour apporter sa pierre à l'édifice de l'économie de l'État, en payant des impôts, en payant des charges sociales et en participant à la vie, même au quotidien donc de l'espace dans lequel on se trouve. Donc pour nous, il est nécessaire aujourd'hui que de plus en plus des Africains se lancent dans les affaires. Il est
important pour nous que de plus en plus des Africains prennent des risques, parce que c'est ça qui nous manque en Afrique. On n'aime pas prendre des risques. Mais je peux vous assurer que venir même au monde, c'est un risque. Alors, l'un des gros soucis aussi de ces jeunes, ils se disent comment protéger en quelque sorte leurs idées. Tout à fait. Quand on a organisé le forum économique l'année dernière, ça a été un sujet très important qui a fait l'objet de débats pendant des jours. Et nous avons décidé, en tout cas en organisant ce forum, de créer les conditions donc, de sécurisation de leurs projets. Et c'est la raison pour laquelle nous les invitons, en tout cas, à venir participer donc, à la prochaine édition qui va se tenir bientôt au mois de novembre, toujours à Abidjan, et qui va leur donner les méthodologies par lesquelles elles doivent passer pour pouvoir protéger leurs projets. Deuxièmement, il faut reconnaître qu'il y a déjà des instances, des institutions qui existent et qui peuvent protéger aussi leurs projets, même si l'expérience qu'on a, c'est que très souvent, elles n'ont pas de recours pour pouvoir donc effectivement se faire dédommager au cas où justement leur projet a été piqué ou a été volé ou a été utilisé à d'autres fins pour des grandes entreprises par exemple ou pour mener des activités commerciales. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que notre rôle, c'est que nous avons décidé de prendre attache avec, on va dire, l'administration, ici au niveau de la Côte d'Ivoire, et on va le faire pareil pour tous les États membres des communautés étatiques, notamment la CEDEAO, l'UEMOA, pour essayer de voir comment on peut vraiment mettre des mécanismes en place, mais très souples et qui permettent effectivement donc de protéger les idées, des projets des jeunes pousses entrepreneuriales. Et ça, je peux vous assurer qu'en ce moment, il y a un projet qui est en préparation, que nous avons monté et que je ne peux pas dévoiler ici maintenant pour des raisons, on va dire, professionnelles, techniques, et qui va permettre à tout jeune qui est porteur d'un projet de se voir sécuriser son projet sur toute l'Afrique. Voilà. Alors, avant de changer avec tous les initiateurs de ce projet au niveau de l'Afrique, est-ce que quelles leçons pouvez-vous tirer de ce qui est fait en matière d'organisation et de gestion dans certains pays que nous avons cités, au Rwanda, au Nigeria? Alors, après, ce qu'il faut noter, c'est que dans ces pays, il y a un engagement pris par certains décideurs d'emmener les populations à s'intéresser justement à l'innovation, de s'intéresser à l'entrepreneuriat, de s'intéresser aux nouvelles technologies et de s'intéresser aux nouveaux services. Au Nigeria, tout récemment, on parlait du milliardaire. C'est bien ça qui ont mis en place. Et ça, c'est à titre privé. Vous vous imaginez, c'est-à-dire dans ces États, vous avez aujourd'hui des individus qui sont capables à eux seuls de mobiliser, de fédérer autour d'eux, ne serait-ce que par la volonté et par une question de responsabilité, je dirais, panafricaine, pour emmener les jeunes Africains à s'intéresser à ça. Et c'est ça, c'est la voie qu'il faut suivre. Et nous, en tout cas, nous, aujourd'hui, nous sommes présents sur cette télévision panafricaine. C'est le message que nous faisons passer aux décideurs, qu'ils soient économiques, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient politiques et qu'ils soient professionnels, c'est de plus en plus de s'engager dans la promotion, dans l'éclosion des startups en Afrique. Parce que aujourd'hui, regardez ce qui se passe aux États-Unis avec la Silicon Valley, regardez ce qui se passe aujourd'hui en France avec le plus grand centre incubateur au monde qui vient d'être créé et qui va permettre à 1000 jeunes pousses entrepreneuriales de rester au quotidien et à être formés et à être développés pour pouvoir créer de nouveaux tissus économiques. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la question des startups, c'est devenu un enjeu économique mondial. Il ne faut pas, il faut le prendre avec beaucoup de responsabilités et surtout donner l'occasion et l'opportunité justement aux professionnels qui sont dans ce secteur, tels que, on va dire, les centres d'accompagnement des startups, tels que le nôtre, de pouvoir justement jouer leur rôle et permettre à ces jeunes-là de venir s'exprimer véritablement tout en préservant leurs intérêts, mais également en préservant les intérêts des différents États desquels ils proviennent. En Côte d'Ivoire, il y a la CGCI Academy qui chaque année aussi organise des journées pour essayer de détecter les jeunes talents. C'est tout ça qu'on appelle l'écosystème. Vous voyez, c'est tellement important
la question est tellement importante qu'une entité comme la CGC, qui s'occupe déjà des grandes entreprises, en arrive à s'occuper des petites. Vous voyez, nous pensons que c'est justement ce type d'activité, c'est justement ce type d'opération qu'il faut encourager, mais permettre surtout, on va dire, aux acteurs, je veux dire, professionnels de l'éclosion de l'écosystème de start-up de mener ces activités. La nature ayant horreur du vide, je comprends peut-être effectivement que la CGC puisse prendre le relais, mais à un moment donné, il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place. Il y a des centres incubateurs qui sont en train de se créer. Il y a des centres d'accélération qui existent déjà en Côte d'Ivoire à travers donc des compagnies, une compagnie de téléphonie mobile que nous connaissons tous et qui fait un travail extraordinaire et qui est un de nos partenaires, et c'est ça qu'il faut encourager. Nous, par exemple, nous sommes aujourd'hui un centre d'accompagnement qui opère sur toute la chaîne de développement des startups. Nous allons jusqu'à détecter les startups les plus pertinentes, les plus innovantes. Nous les incubons chez nous dans notre centre incubateur, nous les accélérons sur le marché et puis éventuellement nous les développons pour permettre à d'autres acteurs de l'économie externe de pouvoir intégrer donc leur capital et de les mettre sur le marché. Donc voici un peu ce que nous faisons, et ça, nous pensons que quelque part nous avons besoin du soutien de tous, du soutien des grandes entreprises, du soutien des experts, du soutien des organismes internationaux tels que nous connaissons la BAD, la Banque mondiale, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, toutes ces institutions qui sont capables de pouvoir soutenir les acteurs de ce système. Et il y a aujourd'hui, en tout cas ce que je peux vous assurer, des centres très importants qui sont en place et qui jouent ce rôle-là, pas forcément en faisant de la publicité, parce que ce genre de choses, on a horreur de la publicité, mais on est plus dans le pragmatisme. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez d'intelligence aujourd'hui en Afrique pour, à travers ce mouvement-là, porter la croissance économique de notre continent? Oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence qui commencent à réaliser qu'elles ont un rôle à jouer en Afrique plutôt que d'aller ailleurs avec leur expertise. Et ça, je peux vous assurer que l'écosystème, on va dire, des startups qui se met en place aujourd'hui dans les États africains est en train de se développer dans le sens d'un partage d'expérience. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a par exemple le Ghana, le pays frère du Ghana, qui développe beaucoup d'activités dans ce sens en Côte d'Ivoire et vice-versa. Il y a beaucoup d'experts aussi ivoiriens qui vont au Ghana pour aller partager leur expérience, et c'est ce réseautage que nous sommes en train de développer et qui fait qu'aujourd'hui, l'écosystème africain est en train de prendre de la valeur. L'année dernière, on a connu la participation de 5 pays, par exemple, au premier forum. C'est le Rwanda qui est venu avec des participants, le Maroc qui est venu avec des participants, le Ghana qui est venu avec des participants, le Burkina qui est venu avec des participants, et puis le Congo, plus le Cameroun. Voilà. Donc, vous voyez que de plus en plus, il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place et qui permet justement à l'Afrique de se positionner comme l'avenir pour les startups. Alors, très souvent, quand vous êtes aussi avec les jeunes, vous avez un langage clair, précis et concis, que vous échangez avec eux. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes africains qui vous regardent par le canal de Business 24 heures. D'accord. Le message que je peux faire passer aux jeunes africains, en général, c'est de ne jamais baisser les bras face aux difficultés. Pour moi, la difficulté, c'est une opportunité, mais il faut savoir laquelle, il faut pouvoir l'identifier. Et je peux vous assurer que moi qui suis en face de vous aujourd'hui, j'ai connu des moments très difficiles. Je suis premier fils de 13 enfants qui sont encore tous vivants, dans une famille, on va dire, polygame. Et en année 2000 et 2001, j'ai perdu 2 petits frères. L'un parce que je n'avais pas la somme de 3000 francs pour l'emmener à l'hôpital, et l'autre que j'ai perdu qui était en maîtrise de droit et que nous avons perdu justement, qui est décédé des suites d'une insuffisance rénale. Et à l'époque, une séance de dialyse coûtait 150 000 francs CFA et il fallait en faire 2 par semaine. J'avais à peine 23 ans.
à la tête d'une famille parce que je venais de perdre mon père et c'est à partir de là que je me suis dit ça ne doit plus jamais arriver à ma famille, il faut que je me batte pour prendre en charge ce que mon père a pu faire pendant des années. Et là vous réalisez qu'il y a des choses à faire, il y a des sacrifices à faire et c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je l'ai dit toujours, il faut vous battre et pour moi, comme j'ai pour habitude de le dire, enfant de pauvre, un enfant de pauvre, il sait d'où il vient, mais il bosse pour devenir boss. Et c'est ça qui fait que les autres vous envient. Donc si vous devez devenir boss, il faut bosser. Mais vous savez que vous venez aussi d'un endroit où c'est la pauvreté. Voilà, donc c'est ce message cru que je leur apporte. Et je leur dis que la vie n'est pas simple, la vie est très difficile, mais il faut se battre. Il ne faut pas dormir parce qu'on a la possibilité après de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de choses que voilà, on a tous les jours. Alors c'est dit, vous l'avez entendu, pour être boss, il faut bosser. Lui c'est Kaba Mohamed Lamine, il est le promoteur de l'African Startup Forum, une organisation, un événement qui se tient à Abidjan chaque année pour promouvoir les startups avec qui nous avons parcouru l'environnement des startups en Côte d'Ivoire et en Afrique. J'espère que vous avez énormément appris. En tout cas, nous avons beaucoup appris et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre occasion de Business Matters, toujours sur Business Africa. Au revoir.